Ça va, c'est pas trop catastrophique. Hein. Oh là, la belle signature. Voilà, vous êtes en direct de l'IRMC de Tunis. Bonjour. Alors, je ne vous vois pas, je ne vous entends pas, mais je sais que vous êtes là. Je dis bonjour aux gens qui sont dans la salle, et notamment à notre intervenant du jour, donc Skander Onaïs. Onaïs. Voilà. Skander Onaïs. Donc, vous êtes dans le séminaire d'économie politique, intitulé Économie politique de la Tunisie et du Maghreb, des années 80 au défi du temps présent. Quel modèle économique dans le Maghreb mondialisé? Nous avons déjà fait 3 séances au cours des semaines précédentes, et donc il s'agit de la 4e séance. Il se trouve que c'est un séminaire d'histoire économique consacré au Maghreb, mais du fait que nous sommes en Tunisie, évidemment, beaucoup de choses sont dites et centrées sur la Tunisie. Nous avons parlé au cours des dernières séances, notamment des relations entre l'Union européenne et la Tunisie, enfin plus exactement la communauté économique européenne et la Tunisie, et notamment les 2 grands accords qui ont présidé à ces relations et qui sont pour le 2e encore valables jusqu'à nos jours, puisque le 3e grand accord historique est en cours de négociation. Et bien sûr, on en parlera tout à l'heure, ce sera un des objets de la conférence, c'est ce qu'on appelle l'accord de libre-échange, l'ALECA, accord de libre-échange complet et approfondi, qui est en discussion entre l'Union européenne et la Tunisie depuis très longtemps, depuis plus d'une décennie, et qui n'est pas encore abouti, et qui aujourd'hui même, bien sûr, n'est pas la priorité politique ni la priorité économique. Ça pourrait l'être, ça va peut-être le redevenir très vite, mais les problèmes, évidemment, de l'économie tunisienne et des économies méditerranéennes en général sont tout à fait considérables, et donc il y a tellement de priorités qu'on ne sait plus ce qui est prioritaire. Alors, le titre de la conférence de ce jour, donc, c'est « Entre la Tunisie et l'Union européenne, une incompréhension réciproque, jusqu'à quand ?» Alors, je dois commencer par dire que notre intervenant a fait ses études supérieures à Aix-en-Provence, et il a fait une thèse, donc c'était il y a 30 ans, pratiquement, on peut dire ça. C'était une thèse donc d'économie sur le financement de l'investissement industriel en Algérie et en Tunisie, hein, ce qui lui donne donc une antériorité et une vision de long terme pour bien sûr travailler sur l'économie. Parler aujourd'hui de l'économie tunisienne. Il est professeur à l'université de Carthage en économie. Il s'exprime régulièrement dans les médias. Et alors j'ai vu que vous avez fait des textes, notamment sur la question de la haine en politique, mais c'est pas votre objet principal, même si bien sûr c'est connexe. C'était contre la haine. Hein. Oui, je me doute. C'était contre la haine en politique, mais la haine, effectivement, elle peut jaillir dans des circonstances, dans un contexte socio-économique particulier. Et donc, vu les extrêmes tensions économiques qui règnent dans la région actuellement, c'est pas une question qui est très éloignée, ni de l'Europe d'ailleurs, ni du Maghreb. Parmi les 2 tribunes très importantes, ou textes très importants que vous avez fait ces dernières années, il y avait donc le 11 septembre 2019 une tribune dans Le Monde sur la situation économique de la Tunisie, et qui est une tribune qui tire la sonnette d'alarme en expliquant que alors on ne parle pas, je crois, encore à l'époque de mur de la dette, mais en tout cas que la dynamique de l'endettement public et le ralentissement de la croissance sont tels qu'ils ont obligé les pouvoirs publics à s'endetter, à endetter la Tunisie dans des proportions tout à fait considérables, puisque, si j'ai bien compris, en moins d'une dizaine d'années, la dette publique extérieure a été multipliée par 3. Et dans ce texte, donc, qui a été publié il y a 1 an et demi, vous dites que la situation n'est pas tenable, et que, en conséquence, il va falloir certainement négocier, ou en tout cas trouver un accord très rapide avec le FMI, etc., et un certain nombre de bailleurs internationaux. 1 an et demi après, malheureusement, la situation ne s'est pas du tout débloquée, ne s'est pas du tout améliorée, et les conditions de la croissance, puisqu'entre-temps, bien sûr, a éclaté en plus la crise du Covid, qui a été un ralentissement général, qui a par exemple mis à bas
on ne peut que l'espérer provisoirement, mais a mis à bas quand même le secteur touristique, qui est quand même un pilier de l'économie tunisienne, puisqu'il emploie à peu près directement ou indirectement un Tunisien sur 3. C'est dire si la situation est grave et même extrêmement grave. Et à cela s'ajoute donc la crise politique, dont on ne mesure peut-être pas l'importance en France, mais quand on vit ici, on baigne matin, midi et soir dans cette crise politique, avec des acteurs, notamment au niveau du pouvoir exécutif, mais aussi du pouvoir parlementaire, du pouvoir législatif, qui sont dans une querelle politique extrêmement étonnante. Hein. Moi, en tant qu'observateur étranger, je suis très surpris, mais bon, je vous laisserai la parole sur ce thème, parce qu'en fait, tout se tient. La situation politique locale, la situation économique internationale, la situation financière de la Tunisie. Et alors, on a dans le monde arabe actuellement des exemples qui nous montrent à la fois l'acuité incroyable des questions dont vous allez nous parler. On a le Liban et on a le Maroc, qui sont des pays aussi qui n'ont pas de ressources type rente pétrolière. Bon, la rente pétrolière elle-même, d'ailleurs, est fortement atteinte et tous les pays, même le Koweït, paraît-il, est aujourd'hui à sec. D'ailleurs, vous avez travaillé en ce qui vous concerne pour le. Je ne fais pas exprès, mais j'en profite pour dire que, parce que ça fait partie des choses qui font partie de votre carrière, vous avez été conseiller économique sur le fonds souverain du Koweït. Or, je crois savoir que ce fonds souverain, je pense qu'il existe encore, mais il n'en reste pas moins que l'État koweïtien aujourd'hui est dans des très grandes difficultés financières. Alors, ça n'est pas comparable, évidemment, aux pays qui n'ont aucune ressource de type hydrocarbures. On a le Liban et on a le Maroc. Et on a deux tentatives de confrontation face à la crise économique. On a beaucoup parlé de l'accord que le Maroc a signé à la fin de l'année dernière avec les États-Unis, avec Israël et avec les grandes puissances du Golfe, qui est un accord éminemment politique pour tous les acteurs, mais évidemment, les États-Unis étant les parrains de cet accord, mais il ne faut pas oublier la dimension financière qui est que le Maroc est dans une situation assez proche de la Tunisie, du fait que son endettement a entre doublé et triplé au cours des dernières décennies, et que son secteur touristique, de la même manière très important, peut-être un peu moins proportionnellement, traverse aussi une phase extrêmement difficile, pour ne pas dire une phase de décroissance très rapide et très brutale. Donc, l'accord politique qui a été signé avec les États-Unis, Israël, l'Arabie Saoudite, les Émirats, etc., c'est aussi une manière pour le Maroc d'avoir accès à des financements, en tout cas à des promesses de financement, puisque plusieurs chèques importants de milliards de dollars ont été promis au Maroc dans ce cadre. Et puis on a à l'autre extrémité du bassin méditerranéen, on a le cas du Liban. Alors là aussi, il faut prendre en compte les facteurs politiques qui sont majeurs, notamment parce que le Liban a été associé par la participation du Hezbollah à la lutte aux côtés du régime de Bachar el-Assad, et il est évident qu'il y a une dimension punitive dans les retraits massifs de fonds et de capitaux en provenance du Golfe, qui ont jeté le Liban dans une dans une banqueroute, hein, dans une faillite, et avec un effondrement monétaire, avec une fuite des capitaux extrêmement impressionnante qui font qu'il y a une hyperinflation et la population se retrouve dans des circonstances économiques épouvantables. C'est tout ce dont la Tunisie peut avoir le cauchemar, hein, c'est-à-dire c'est le débouclage par le pire. C'est pas le débouclage c'est même pas le passage sous les fourches codines du FMI ou de l'Union européenne, c'est vraiment la situation tragique dans laquelle peut tomber une économie très endettée et qui n'a plus de ressources ni de croissance. Donc, on ne va pas parler de cela aujourd'hui, mais je le remettais quand même dans le cadrage général parce que la Tunisie ne fait pas exception, mais évidemment, dans ce problème très complexe de quasiment, c'est même pas un arrêt de l'économie, c'est une régression de l'économie. Il y a eu une réduction du PIB au moins égale à 8% pour l'année dernière. Et alors, vous avez expliqué ça dans un long entretien publié à Jeune Afrique fin décembre 2020. Et vous avez parlé cette fois-ci de ce mur de la dette. Hein. Et il faut bien mesurer que ce mur de la dette, c'est pas une expression imagée. Hein. C'est au fond
il y a un siècle, ou il y a un siècle et demi, ce même mur de la dette qui avait précipité tous les pays de la Méditerranée dans la colonisation. À commencer par nous. À commencer par la Tunisie, par l'Égypte, l'Empire ottoman, le Maroc. Tous ces pays étaient tombés s'étaient retrouvés confrontés à un mur de la dette et avaient dû finalement signer les traités de protectorat, ou alors les remembrements économiques comme pour la banque ottomane dans le cadre de l'Empire ottoman, etc. Donc la situation est très grave. Et donc, voilà, vous allez nous en parler. Essentiellement dans la dimension, alors je pense que vous allez balayer, hein, vous allez avoir 3/4 d'heure, en tout cas vous avez libre parole et je vous laisse. Vous allez quand même nous expliquer dans ce contexte très particulier la nature de la relation entre la Tunisie et l'Union européenne. Et au fond, pourquoi d'abord, moi je poserai une première question préalable, pourquoi la Tunisie, qui est un pays ami de l'Europe, que l'Europe porte au nu à juste titre pour avoir fait donc une révolution démocratique. Bon, après qu'elle entraîne beaucoup de problèmes, c'est une autre affaire. Mais quand même une révolution démocratique qui est quelque chose qui correspond aux attentes, aux attendus fondamentaux de l'Union européenne. Hein, c'est quand l'Europe de l'Est est devenue démocratique que l'Union européenne a sorti un véritable porte-avions financier pour venir à son secours. Alors pourquoi au bout de 10 ans de révolution, on vient de fêter les 10 ans de la révolution en janvier 2021, pourquoi au bout de 10 ans il n'y a toujours pas d'accord avec l'Union européenne? Est-ce que c'est lié au fait que la situation semble extrêmement obscure aux yeux des Européens? Est-ce que les Tunisiens ont des attentes disproportionnées par rapport à ce que peut promettre ou à ce que peut donner l'Union européenne? Je lis, moi, dans la presse, et je terminerai par là, des commentaires très contradictoires de la part des économistes et des observateurs tunisiens, parce que certains disent que l'Union européenne n'a pas joué son rôle, qu'elle n'a pas suffisamment pris en compte les demandes financières, d'assistance diverses de la Tunisie. Et à l'inverse, d'autres disent on a reçu beaucoup d'aide, on n'a pas su s'en servir, on l'a gaspillé, et c'est normal qu'aujourd'hui l'Union européenne soit sur le retrait. Voilà. Donc vous voyez, ces débats sont très en cours, très présents, très actuels. Et donc voilà, cher Skander, je vous laisse la parole. Vous allez venir me remplacer derrière cette caméra. Bien. Merci. Alors, je laisse l'intervenant s'exprimer. Je peux enlever? Oui, parce que déjà, des cours avec ça, c'est mortel. Merci. Bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Comme a dit mon collègue et ami Pierre, vous me voyez, moi je ne vous vois pas. C'est bien, ça me rappelle un texte comment dire, de Stendhal, voir sans être vu. Hein, c'est magnifique, hein, voir sans être vu. Donc, eux, ils me voient, moi je ne les vois pas. Bien, continuons. Alors, juste une remarque, Pierre. Les relations du Maroc avec l'Arabie Saoudite sont exécrables. Donc, c'est curieux d'ailleurs, on ne comprend pas. Il y a des choses qui ne vont pas, ce sont certainement des querelles de palais, donc on n'a pas les infos. La signature du traité avec Israël, bien entendu, on a vu la contrepartie, c'est la reconnaissance totale sur le Sahara. Donc Trump, là, il a balayé en touche tout le droit international. C'est grave, à mon avis, c'est grave. Mais bon, pour le Maroc, ça, c'était une option à jouer. Et d'ailleurs, c'était la grande carte à jouer. Voilà. Alors, chers amis, donc maintenant, je vais vous présenter une intervention qui va expliquer un peu, j'espère, les relations Tunisie-Union européenne. Je vous dis tout de suite, pour que vous ne soyez pas choqués, parfois j'utiliserai un langage assez direct, c'est-à-dire que dire que ça c'est faux, ça c'est juste, ou un tel n'a pas été rationnel, donc là je ne suis pas dans le langage diplomatique, je suis un économiste. D'accord, voilà, vous êtes prévenus, madame, bien, vous pouvez boire votre thé, c'est bon, tout le monde est... Voilà, très bien. Alors, donc, premièrement, alors les accords. Donc, l'accord qui nous lie à l'Union européenne, il a été signé le 17 juillet 95. Donc, et d'ailleurs, tout le monde a été surpris. Donc, 17 juillet 95, et il est rentré en application janvier 96. Ah oui, immédiatement. Et là, à mon avis, on a eu une explication. Bon, elle n'est pas uniquement économique. Le Maroc, puisqu'on avait parlé un peu du Maroc, le Maroc a signé le 26 février 96. Mise en application au 1er mars 2000. Ce que le régime précédent, ce que le président, on va dire président, ce que le président précédent n'avait pas compris, c'est-à-dire Ben Ali, il pensait que c'est lui, bien entendu, qui poussait, qui donnait les ordres, bien sûr, avec ses gros doigts et son gros stylo. Quand il s'est arrimé à l'Europe,
Il croyait que c'était uniquement une question d'échange. Or, il a oublié tout le volet financier, le volet politique, et d'ailleurs, je vais en parler après. Alors, un volet politique et sécuritaire, économique et financier, et le dernier volet sur lequel il a botté en touche, culturel, social et humain. Et à un moment, alors un ami m'avait rapporté que son ministre du Commerce, que je ne vais pas nommer, c'est quelqu'un de bien, lui avait dit, Monsieur le Président, l'Union européenne est en train de nous critiquer parce qu'au niveau des droits de l'homme, ça ne va pas. Réponse de Ben Ali. Oui, mais nous, on n'arrête pas d'acheter chez eux. Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Sérieux, hein? Donc pour lui, c'était on achète chez vous, vous nous foutez la paix. Il n'a pas compris que c'était un pacte. Bien. Alors, finalement, donc je reviens un peu à notre histoire. Donc l'accord signé en 95 et qui démarre en 96, pourquoi finalement ces accords avec le Maroc et avec la Tunisie? C'est un contexte international de mondialisation. C'est-à-dire que là, on a des blocs, on a trois grands pays qui vont faire émerger trois grands blocs. On a les USA, on a l'Union européenne et on a le Japon. Alors les USA avec le Canada et le Mexique, c'est le fameux ALENA qui a démarré, regardez les dates, 94. Le Mercosur en Amérique latine, Paraguay, Uruguay, Mexique, Brésil, l'Argentine, donc qui était lancé en 91. L'ASEAN, les pays du sud-est asiatique avec le Japon, qui a été lancé, le Free Trade Association, signé en 92 et qui démarre en 2003. L'Union européenne, et c'est là où les Tunisiens et les Marocains, etc., ils ont eu peur. Les PECO, les pays d'Europe, ils sont devenus les PECO. Au début, c'était les pays d'Europe centrale. Première signature, 91. Donc, c'est pour ça que nous, on a couru derrière pour signer, entre autres réalités. Donc, avec les PECO signés fin 91, entrée en vigueur mars 92. Et enfin, bien entendu, l'Union européenne, ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Donc, toute cette dynamique, si vous voulez, d'accord, a fait que les grandes puissances de l'Union européenne, les USA, le Japon, voulaient avoir des arrière-cours. J'aime pas beaucoup l'expression, mais c'est ça. C'est des arrière-cours pour fonctionner du point de vue économique. Et bien entendu, pour l'Union européenne, c'était une arrière-cour également politique. C'était une ceinture, soyons réalistes. Alors, bien entendu, tout ça a démarré avec le fameux processus de Barcelone, qui s'est tenu, donc, comme son nom l'indique, c'est 3 jours, du 25 au 27 novembre 95 à Barcelone. Et on a discuté des fameux 3 volets, donc politique et sécuritaire, économique et financier, culturel et social. Donc il y avait les 15 pays membres de l'Union européenne et les pays, ce qu'on appelle les PTM, les pays tiers méditerranéens, c'est-à-dire un peu donc le sud. Alors voilà, Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Israël, autorité palestinienne, Jordanie, Liban, ce qu'il en reste, Syrie, Turquie, Chypre et Malte, sachant que Chypre et Malte vont bien entendu intégrer après. Alors, et là, en faisant des fouilles, j'étais surpris. Honnêtement, j'ai appris une chose que je ne savais pas. La première relation entre Tunisie et l'Union européenne remonte à février 1959. Février 1959. Donc, nous avons eu notre indépendance en 1956. Février 1959, la Tunisie présente sa première demande de négociation à la CE. Bien entendu, la CE, à ce moment-là, en 1959, elle n'existait pas. C'était la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui a démarré en juillet 52 et ils ont été relativement surpris. Mais ces gens-là, ils viennent d'avoir leur indépendance, ils veulent revenir, mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Et ça, c'était la vision de Bourguiba. Il a fait des erreurs, il a fait des choses bien, mais c'était un visionnaire. Ce que malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons plus depuis les... J'aurais beaucoup de choses à dire sur les 10 ans démocratiques, etc. D'accord? Tu as tout de suite compris de quel bord je suis. Voilà, bien. Donc, alors, on va revenir à la charge. Et donc, donc rebelote, la Tunisie fait une deuxième demande, mars 69. Et d'accord, à ce moment-là, la demande passe, elle est uniquement à caractère commercial. On aura un nouvel accord, donc signé en 1976, je me rappelle, en 1976, qui avait fait un tollé, parce qu'il commençait à limiter un peu les exportations de la Tunisie, etc. Ce protocole sera donc renforcé un peu par un protocole en 87. Pourquoi 87? Parce qu'en 81, on a l'élargissement de la CE. Tu as la Grèce qui intègre en 1981. Et en 86, ça a été pour nous la cata, l'entrée de l'Espagne et du Portugal, qui, je rappelle aux gens qui nous écoutent, et les stats sont là pour le prouver, que le Portugal, avec tout le respect au Portugais et à Cristiano Ronaldo, qui n'a rien foutu hier, en parenthèse, d'accord, le Portugal, en 86, en intégrant l'Union européenne, était au même niveau économique que la Tunisie. Le Portugal est un pays agricole. Il exporte de l'huile d'olive, il exporte des agrumes.
Et bien entendu, quand on reçoit des millions d'écus, à ce moment-là, ils ont eu des millions et des millions d'écus dessus. Disons, des milliards. Pour commencer, je me rappelle, les chiffres étaient 200, 300, l'écus, ça valait beaucoup à ce moment-là. Et donc là, ça a boosté. Maintenant, le Portugal est devenu... Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on prend pour nous l'exemple du Portugal pour les investissements directs. Et je montrerai que c'est faux. Le Maroc, un autre visionnaire qu'a eu le Maroc. Moi, j'ai vécu au Maroc pendant 3 ans. Les fameuses années après Srirat, 75-78. Oui, vous avez parfait. Et d'ailleurs, tu sais, juste pour la petite histoire, à l'ambassade de Tunisie, l'attaché militaire était un certain Zine Abidine Ben Ali, comme par hasard. Alors, le Maroc, Hassan II, c'était un grand monsieur, a fait sa demande en 1984 au sommet de Fontainebleau. Donc, tout le monde était là, il a fait sa demande. Et je me rappelle, bon, le fameux discours, il a demandé l'intégration du Maroc à l'Union européenne. Et donc là, bon, on a tergiversé. Rebelote, visite du chef d'État français à ce moment-là, 20 juillet 95 à Rabat. Hassan II qui refait encore sa demande. Et regardez ce qu'il dit exactement. Il dit, j'ai vu loin et je ne me suis pas interdit de penser à l'avenir de tout le Maghreb. Bon, malheureusement, ça n'a pas été pris en compte. Là, on aurait gagné pas mal de temps. C'est dommage que les Européens aient été frileux. Ça, je le dis, j'assume. Une demande comme celle du Maroc n'est pas gratuite. D'ailleurs, la preuve, après, les États-Unis, George Walker Bush a donné au Maroc le label partenariat stratégique hors OTAN. C'est pas rien. Bien, on continue. Alors, en tant qu'économiste, je suis obligé de faire un tout petit peu de théorie très vite, rassurez-vous. Donc, finalement, pourquoi les échanges, etc. Alors là, ça remonte. Alors, pourquoi les échanges, le libre-échange? Après, on va discuter. L'approche théorique du libre-échange, 16e siècle, école mercantiliste. Et la fameuse découverte des Amériques, accumuler de l'or, etc. Et surtout ne pas exporter, surtout exporter mais ne pas importer. Donc c'est ce qui était totalement débile. Et bien entendu, ça a donné une hyperinflation en Europe, puisqu'on avait accumulé des métaux précieux, etc. Ensuite, on a eu alors la fameuse loi. Et la guerre. Et la guerre, à la guerre après. La fameuse loi avec laquelle on nous casse les oreilles, qu'on est obligé d'enseigner aux étudiants, mais moi je leur écris sur le tableau en grand en rouge, tout ça c'est faux. Oui, c'est faux, bien sûr c'est faux. Le fameux principe des avantages comparatifs de Ricardo. C'est-à-dire, vous avez une différence de productivité relative par rapport à moi, vous vous spécialisez par exemple dans la production de stylos, moi je me spécialise dans la production de lunettes, et tout le monde est content, tout le monde est gagnant. C'est totalement faux. Parce que les hypothèses utilisées sont des hypothèses infaisables. Une des hypothèses, d'ailleurs je vais le citer ici, alors ensuite il y a, je terminerai, je vais continuer dans le même registre. Le principe des avantages comparatifs a été développé encore par 2 auteurs, Escher et Olin, le fameux théorème HO, ensuite il y aura Samuelson qui sera prix Nobel d'économie, le fameux théorème HOS. Vous vous spécialisez, vous exportez des biens qui nécessitent par exemple beaucoup de capital, vous avez du capital, vous spécialisez dans ce bien-là. Moi j'ai beaucoup de travail étant donné que je suis dans le sud, je vais me spécialiser dans le travail. Sur le papier c'est beau, c'est magnifique. En réalité c'est totalement parfois irréaliste. Pourquoi? Parce que une des hypothèses est la concurrence pure et parfaite. C'est ce que les Européens n'ont pas pris en compte dans leur modèle, et je vais en parler. Vous dites un pays comme la Tunisie, qui a un secteur informel explosif, qui a une économie de rente, et ça, c'est pas l'erreur de l'Europe, Pierre. Ça, c'est l'erreur des négociateurs tunisiens. Et je les tiens pour responsables de ces trucs-là. Et ça, et ensuite, pour qui? Parce qu'on a nommé des gens qui n'avaient que très peu de compétences en économie pour négocier l'ALECA. Et je l'ai dit, je l'assume. La preuve, après, ils ont tous été balayés. Ah, tiens, j'ai oublié de dire, madame et monsieur et chers amis, Marim Barkhadi, dans son émission, m'avait invité à propos de l'ALECA le jeudi 2 mai 2019 pour parler de l'ALECA. Ça a fait un tollé monstre, parce que bien entendu, j'ai dit ce que les politiciens ne veulent pas dire, que la productivité ne marche pas, qu'il y avait des problèmes, que l'ALECA, il fallait le renégocier. Et là, j'avais utilisé donc, les arguments qu'on est en train que l'on est en train de discuter, et j'espère après plus tard. Donc, je continue. Alors, donc cette histoire de libre-échange est fausse. Et là, je me base sur un livre qui est sorti en 2020, Christian Morisson et Béchir Talbi, Politique économique et développement au Maghreb. Et là, alors, regardez ce qu'ils disent à propos du libre-échange. Donc là, je prends au niveau de quelques travaux théoriques. Alors, il y a des travaux théoriques qui disent oui, le libre-échange, c'est magnifique, ça marche, impeccable.
Il y a d'autres travaux théoriques, statistiques très puissants qui disent non, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ceux qui disent ça marche, ils prennent une partie des hypothèses. Ceux qui disent ça ne marche pas, ils prennent des hypothèses beaucoup plus réalistes et ils intègrent d'autres facteurs. Exemple, vous avez par exemple deux auteurs qui sont Dollar et Cray en 2004 qui disent, alors ils disent voilà, on va prendre trois groupes de pays, des pays de l'OCDE et deux groupes de pays donc des pays du Sud. Les deux groupes des pays du Sud, un groupe reste donc relativement fermé avec des droits de douane, le deuxième groupe supprime ses droits de douane et alors à ce moment-là, miracle, le second groupe réduit ses tarifs et il atteint un PIB par habitant de 3,5 et 5%, etc. C'est magnifique. Oui, mais quelles sont les hypothèses qui ont été prises? Ça, c'est le premier travail. Deuxième travail, Calderon, par exemple, en 2006, il dit que l'ouverture sur la croissance est insignifiante si le PIB par habitant est faible. Première hypothèse. Autre travail, Chang, 2009, il dit que la croissance n'aura aucun impact si l'économie a des institutions qui ne sont pas libres. C'est-à-dire si vous n'avez pas une réelle économie de marché. Ça fait beaucoup de conditions. Donc finalement, le fait de venir dire à une délégation, vous savez, vous ouvrez vos frontières, vous supprimez les tarifs douaniers et vous allez être content, ça va marcher. Non, ça ne va pas marcher. Et au contraire, on a eu un déficit en recettes fiscales de 3 milliards de dirhams. C'est fou. Et d'ailleurs, ça, c'est des travaux à l'appui. Alors, les implications de l'accord de 96, les études qui ont été faites, la Banque mondiale, je n'aime pas la Banque mondiale, je le dis tout de suite. Donc, je les attaque tout le temps parce qu'ils sont rêveurs. Et ils veulent, et parfois, ils disent des choses que l'on veut bien entendre. Alors, la Banque mondiale a fait une simulation pour la Tunisie, à la demande de la Tunisie, avec un grand modèle qu'on appelle les modèles calculables d'équilibre général. C'est bien, ça fait savant. Je suis sûr que les trois quarts des gens qui utilisent ça, ils ne savent pas l'expliquer, mais ce n'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'elle trouve, la Banque mondiale? Elle trouve que, par exemple, la Tunisie, en ouvrant ses frontières, etc., va avoir un accroissement de bien-être. Elle va avoir donc un revenu de bien-être à long terme de 1,45%, un accroissement. La baisse des recettes fiscales va être compensée par une augmentation de la TVA, rien que ça, et la dépréciation du taux de change. C'est tout. Hein. À part ça, c'est tout. Donc ça, c'est des mesures catastrophes. Un autre bureau, pour ne pas le nommer, Comet Ingénierie, qui ont fait un bon travail, ils trouvent la moitié du gain à l'échange pour la Tunisie, avec les mêmes hypothèses. Oui, il y a un problème là. Le même modèle statistique, économétrique, les mêmes hypothèses. Et donc là, en plus, il estime les pertes fiscales à 3 milliards de dinars, ce que la Banque mondiale va compenser par la TVA, etc. Et alors, bien entendu, problème d'hypothèse. Alors, les deux utilisent la concurrence pure et parfaite, et bon, quelque chose que l'on est en train de citer, c'est ce qu'on appelle les rendements d'échelle constants. C'est-à-dire, vous doublez le capital et le travail, la production double. Rien n'est moins vrai. Rien n'est moins vrai, c'est pas possible. Ce n'est pas linéaire. Et donc, l'erreur des gens qui manipulent ce genre de modèle et des Européens, c'est de croire que nos économies, croyant être des économies relativement avancées, fonctionnent finalement avec deux secteurs. Un secteur qui est en relation directe avec les économies avancées, et d'autres secteurs qui sont, excusez l'expression, ça va faire rire beaucoup de gens, les étudiants l'adorent, 1900 noir et blanc. C'est-à-dire qu'ils sont très en retard. Vous ne pouvez pas appliquer ces hypothèses à tous les secteurs. C'est pas possible. Et on ne peut pas couper une économie en deux types de secteurs. Ça ne peut pas marcher. Donc là, il faut réfléchir d'une autre manière. C'est ce que les gens se sont refusés de voir. Et c'est un des principaux obstacles à l'accord de l'ALECA. L'Union européenne nous voit comme un PAC. Nous ne pouvons pas être un PAC, c'est pas possible. C'est pas tenable. Bien, je continue. Les implications réelles maintenant. On a signé l'accord, on a débuté en janvier 96, etc. Alors ça, c'était la modélisation. Maintenant, réellement, qu'est-ce qu'on nous a dit? Vous allez devenir riche, vous allez devenir beau, tout le monde va être gagnant, etc. Les chiffres sont là. Rien n'a changé. Alors, en termes de PIB, à prix constant, la croissance moyenne du PIB sur les années 90-96, avant l'accord, était de 4,8%. En moyenne, d'accord? Après l'accord, de 96 à 2010, on est à 4,7%. Donc 4,8, 4,7, rien n'a changé, d'accord? Bien, je continue. Donc ensuite, l'investissement à prix constant, même chose, 90-96, 4,9%, 97-2010, 4,7%. Alors que là, on a deux moteurs de croissance. Donc là, c'est un indicateur de croissance que on veut bien le prendre PIB par tête. On est obligé de le prendre tel qu'il est. L'investissement n'a pas bougé. Je continue. Les IDE, on nous a bassinés, excusez l'expression. Les IDE, l'investissement direct étranger, vont exploser, etc. C'est pas vrai. Alors, les IDE, pourquoi? Et voilà, j'avais cité le Portugal tout à l'heure. On nous a dit, la Tunisie, vous allez être la copie conforme du Portugal. Le Portugal, il a ouvert ses frontières.
Mais on a oublié de nous dire que le Portugal, il a reçu des milliards d'écus d'aides et de subventions, surtout des subventions techniques et financières, ce que nous n'avons pas eu. Alors, par contre, nous, on a l'Europe, soyons honnêtes, l'Union européenne nous a aidés pour la mise à niveau, c'est-à-dire la mise à niveau des entreprises lorsqu'on a commencé à ouvrir tout ce qui était produit manufacturé. Alors, regardez ce qu'on a eu. Les IDE, finalement, les IDE vont dépendre de la restructuration de l'économie, de la qualité des services, ça c'est très important, la disponibilité du travail qualifié, de la crédibilité, qui est toujours valable, j'aime bien le mot crédibilité, crédibilité, stabilité de politique économique. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Je ne sais pas. D'accord? J'assure. La perception du risque pays. Donc finalement, les idées ont progressé, oui, mais dans quel régime ils ont progressé? Dans le régime offshore. Or, le régime offshore est totalement en dehors des statistiques de l'économie nationale. C'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. Bien, les exportations globales. Taux de croissance 90-96, 3,9%. 97-2016, 3%. Et les exportations n'ont pas été affectées par l'accord. Pourquoi? Parce qu'elles étaient déjà protégées par l'accord de 76 et avec le fameux protocole de 80 et 87. Donc finalement, l'accord ne changeait rien ou presque aux exportations. Les exportations de produits manufacturés, même élément, c'est-à-dire que l'accord de 76 et après l'accord de 81 n'a fait que rajouter d'autres types de produits et certains produits techniquement très difficiles, c'est-à-dire avec certaines normes qui devaient être compatibles avec l'Europe. Je vous donne les taux de croissance. 91, 96, 11%. Globalement, 97, 2016, 5%. Là, les chiffres, je me base des chiffres d'une étude qui a été faite par un collègue et ami, on a passé l'agrégation ensemble, Samir Awadi, évaluation de l'ALECA. Et là, c'est les chiffres qui sont faits d'après les calculs donc, de l'auteur et les statistiques tunisiennes. Donc finalement, les importations, bien entendu, les importations ont augmenté, c'est normal, on a cassé la barrière tarifaire, donc les importations ont augmenté. Alors mes chers amis, les effets sur le budget de l'État, là où la Banque mondiale ne dit rien. Alors regardez, la perte des recettes douanières suite au démantèlement a été compensée par deux éléments pour le peuple tunisien. Donc l'État s'est retrouvé avec des pertes douanières, il ne s'est pas cassé la tête, il a augmenté la TVA, il a augmenté les impôts directs. Et donc là, allez me parler d'augmentation de bien-être. Donc vous, en tant que gouvernement, vous ouvrez le pays, c'est bien. Moi, en tant que citoyen tunisien, j'ai une TVA qui a augmenté et j'ai un impôt direct qui a augmenté. D'ailleurs, les chiffres sont là. Je vous donne juste un chiffre. En 96, les recettes douanières représentaient 20% des recettes ordinaires. En 2008, elles représentaient 5%. Bien sûr, c'est normal puisqu'il y a un démantèlement tarifaire. Alors la TVA, en 96, la TVA 26,6, en 2008, 29,2. Et donc là, on a compensé les pertes, donc en termes de recettes fiscales, c'est pas normal. Alors maintenant, donc là, j'avais souligné, voilà, l'État a tout simplement reporté sur les consommateurs les coûts du libre-échange. Alors il existe parfois une analyse qui se fait, j'en parle je suis obligé de parler, mais très vite, en termes de surplus. Il existe en économie un concept qu'on appelle le surplus du consommateur, du producteur, et la somme donne le surplus de la nation. C'est-à-dire que quand vous ouvrez, le surplus global augmente. Autrement dit, le bien-être, le welfare, la fameuse théorie du welfare cher aux anglo-saxons. Alors moi, j'ai une intelligence très moyenne, comme on dit en anglais, l'average man. J'aimerais bien qu'on m'explique, au vu de tous ces chiffres-là, où est l'augmentation du bien-être. Je voudrais bien qu'on m'explique. Les chiffres sont là. Les chiffres sont des chiffres INS, ministère des Finances, Banque centrale. Où est l'augmentation du bien-être? Un seul élément a été positif, il faut bien le dire à ce moment-là, c'est qu'on a été arrimé à l'Europe. Oui, ça c'est vrai, d'accord? Et à partir de là, peut-être qu'on pouvait envisager autre chose. Ça n'a pas été fait parce que bon, il y a eu janvier 2011 et après il y a eu des... Alors, là les cas. Donc là, je rentre direct dans le vif du sujet, l'accord de libre-échange complet approfondi. Moi j'aime bien complet approfondi. Approfondi pour qui? Certainement pas pour nous. D'accord? Alors, en décembre 2011, donc le Conseil européen mandate la Commission européenne pour reprendre des négociations. On tergiverse, etc., etc. Alors, 2011. Les négociations reprennent officiellement le 13 octobre 2015. Vous allez me poser la question, qu'est-ce qu'on a fait pendant 4 ans? Qu'est-ce qu'on a fait pendant 4 ans? J'ai eu l'occasion d'assister à la première séance de négociation gentille, de prise de contact entre une équipe de l'Union européenne et l'équipe tunisienne. Je vous assure que parmi l'équipe européenne, il y avait d'ailleurs Jean-Pierre Chauffour, qui est un économiste de talent, qui est maintenant économiste FMI, qui avait fait beaucoup d'écrits sur l'euro, et j'avais bossé sur ces articles pour mon agrégation. Donc on a discuté. Donc j'ai vu le niveau de l'équipe en face.
Il fallait que le niveau de l'équipe intramuros, comme on dit, soit balèze. Eh bien, avec tout le respect que je dois aux gens, je l'ai dit, j'assume, c'était des fonctionnaires. Des fonctionnaires ne peuvent pas négocier avec des experts en économie, je suis désolé. Et puis après tout, l'expert en économie, c'est pas Sainte-Catherine. Il est là pour vous vendre un projet. Vous l'acceptez, ben bravo, vous l'avez accepté. Lui, il a gagné. On n'est pas au paradis. Et encore, même au paradis, ça se discuterait. D'accord? Donc, alors, donc l'offre de l'Union européenne, et c'est là où, alors c'est pour ça que là, je suis pragmatique. L'offre européenne, qu'est-ce qu'ils voulaient les Européens? Ils voulaient absolument que le secteur agricole soit ouvert. Et, ah oui, et là, je dis, c'est là où la société civile et le FTDES, le Forum tunisien des droits économiques et sociaux, qui n'ont jamais, entre parenthèses, été invités aux négociations. Ça, pour moi, c'est une aberration. Ce sont des gens qui ont fait beaucoup d'études sur le secteur agricole, l'impact de l'ouverture sur le secteur agricole, et ces gens-là n'ont jamais été invités. Alors, l'Union européenne nous demande, en gros, vous ouvrez le secteur agricole, on ne parle pas de mobilité. Moi, je viens quand je veux, ok, toi, tu attends. La mobilité qui t'exclut, elle sera discutée dans les PPR, d'accord? Bon, plus tard. Bien. Alors, les conclusions, les Tunisiens ont donné l'impression de n'avoir pas de contre-offre et n'étaient pas préparés pour les négociations parce qu'ils avaient autre chose à faire. Ils s'occupaient des problèmes d'identité. C'est plus important qu'arrimer le pays au XXIe siècle. Bien. Alors, l'agriculture. Là, je reprends une étude qui a été faite par un chercheur, M. Bouhdid, donc le FTDES 2018, et il donne des chiffres extraordinaires. Alors, il dit aux Européens, vous voulez ouvrir le secteur agricole, très bien. L'agriculture, c'est 10% du PIB, c'est 13% des exportations, 15% de l'emploi et pratiquement 50% de l'emploi rural. J'avais trouvé un autre chiffre. Si on ouvrait le secteur agricole, comme le demande l'Union européenne, c'est un exode massif d'un demi-million de personnes qui va aller où? Qui va aller vers les villes. Donc, vous allez avoir une augmentation du chômage, une augmentation de la demande de services autour des villes, et disons-le clairement, vous allez avoir des problèmes de sécurité. Soyons honnêtes. Bien. Alors, autre chose, il dit les problèmes de l'agriculture en Tunisie, c'est un problème d'exploitation. C'est-à-dire que, par exemple, nous avons 75% des exploitations qui sont inférieures à 10 hectares. Ça fait un jardin en Union européenne. C'est rien du tout. Oui, mais sérieux, l'auteur précise encore, 3% seulement des terres tunisiennes ont une ressemblance climatique avec l'Espagne, l'Italie, la France. C'est-à-dire que le reste est dans le climat aride. Comment voulez-vous ouvrir un secteur qui a uniquement 3% de sa proportion qui est compétitive et tout le reste, mais tout le reste va être massacré. Et d'ailleurs, on a des problèmes maintenant dans le secteur agricole, des problèmes en termes de production et de surproduction, c'est absurde, et de distribution. Autre élément, les subventions. Alors, les subventions, on a pratiquement 700 € de subventions par hectare et par an, la fameuse PAC. Bravo pour le Brexit, ils ont tout perdu, ils ont tout compris, ils ont tout perdu, les Anglais, tant pis pour eux, d'accord? Alors que pour nous, les subventions par hectare, elle est de 40 €. Donc, on passe d'une subvention à l'hectare de 700 € par hectare pour l'Union européenne à 40 € pour la Tunisie. Autre élément, on nous demande d'ouvrir un secteur où la productivité est de 1 à 7 entre l'Union européenne et la Tunisie. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et là, je dis bravo aux gens qui ont tenu et qui ont dit non, on ne peut pas ouvrir un secteur agricole. À une seule condition. Pour l'ouvrir, il faut d'abord résoudre les problèmes fonciers. Et les problèmes fonciers sont légion dans le secteur agricole, premièrement. Deuxièmement, il faut une certaine mise à niveau du secteur. Vous savez, aujourd'hui, on a deux grands problèmes dans le secteur agricole. La moyenne d'âge est de 60 ans. Moi, j'ai des copains agriculteurs. Ils ont entre 60 et 62 ans. Je dis, oui, bon, il me dit, non, mon fils, il fait école d'ingénieur, ma fille, elle fait cinéma. Oui, mais qui c'est qui va prendre la ferme après? On ne sait pas. Donc, on a un problème, oui, on a un problème grave de renouvellement de génération pour travailler la terre. Un. Deux, on a un problème terrible de productivité. Plus les problèmes comment dire, de foncier en termes de démembrement. Et ça fait beaucoup. Et je pense que, honnêtement, demander à un pays qui a des problèmes de ce genre d'ouvrir son secteur agricole, c'est malhonnête. Je le dis, j'assume, c'est malhonnête. Parce qu'ils savent très bien les problèmes que nous avons. Beaucoup de bureaux d'études européens ont travaillé en Tunisie, ils savent très bien ce qui se passe. Alors, autre secteur sur lequel on nous demande d'ouvrir, l'énergie, le commerce électronique, l'ouverture des marchés publics. Et là, j'avais fait un tollé. J'ai dit, comment voulez-vous que nous, supposez que moi, je suis entrepreneur tunisien, d'accord? Que je sois compétitif
par rapport à une entreprise étrangère qui va d'abord me facturer en euros, qui va être plus compétitive que moi, et supposer que cette entreprise gagne le marché. Donc, au lieu de me payer, moi, entrepreneur tunisien, en dinars, vous allez payer une entreprise étrangère en euros. Vous savez que dans certains pays, la décote est acceptée. Au Maroc, si une entreprise marocaine facture 20% de plus que la plus basse européenne, on prend la marocaine. C'est une loi pour les marchés publics. Nous, on ne l'a pas. Ça crée d'énormes problèmes. Plus, bien entendu, les problèmes qui existent au niveau de la commission des marchés publics, soyons honnêtes. Ils sont accusés à tort, je dis bien à tort, de beaucoup de problèmes, mais il y a des problèmes techniques, c'est-à-dire en termes comment dire, de transparence pour l'ouverture des marchés publics. Aujourd'hui, l'État tunisien doit aux entrepreneurs tunisiens privés 8 milliards de dinars. Beaucoup d'entreprises ont fait faillite parce que l'État ne les a pas payés. Alors, les anciens gouvernements, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, moi j'ai payé. Pour lui, qu'est-ce que c'est payer? Il vient au budget, il met hors budget et il met à rembourser 8 milliards de dinars. Mais ces gens-là ont fait faillite. Ah oui, mais est-ce que vous avez prévu une enveloppe? Non, on ne l'a pas prévu. Alors, quand on est arrivé, on a vu, entre autres, que la dette publique réelle a explosé avec des chiffres comme ça. C'est pour ça qu'on est arrivé au 100% du PIB en termes de dette publique. Parce qu'on prend en considération tous ces montants qui, normalement, auraient dû être donnés depuis des années. Et conséquence, aujourd'hui, aucun entrepreneur privé ne veut travailler pour l'État. Parce qu'il y a des gens qui ont fait faillite. Et faillite, ça veut dire qu'il y a des familles qui se retrouvent le bec dans l'eau. Plus de travail, c'est fini. Alors, l'incompréhension mutuelle au niveau du fameux accord. Alors, l'accord a échoué d'abord, à mon avis, pour deux raisons. Je parle de 2017, tout s'est arrêté en 2018. Disons 2018-2019. Vu ce qu'ont dit les syndicats, la société civile, le forum, etc., les études, alors que le gouvernement en place allait signer. Il allait signer la rose au fusil, comme on dit. Et vu comment ça a bouillonné un peu dans le pays, on a dit, bon, on arrête, on rejette rien, on réfléchit des deux côtés et on va reprendre. Pour le moment, on est toujours en train de réfléchir. Alors, à mon avis, premièrement, l'erreur du gouvernement en place en 2019 a été mauvaise explication à toute la société. On a mal expliqué aux gens. Les gens pensaient que l'Union européenne allait nous inonder de produits et que nous, on n'allait plus rien vendre. Ce qui était totalement faux. Soyons réalistes. Mais on a mal expliqué aux gens. Donc les gens, ils ont eu un réflexe qui est tout à fait naturel. Ils se sont refermés. Un. Deux. Et là, c'est à mon avis plus grave. Les deux parties n'ont pas saisi les fondements sociétaux de chacun. L'Union européenne n'a pas compris comment la Tunisie est en train d'évoluer. Je le dis, je le maintiens. Et nous, notre grille de lecture, pour ceux qui ont négocié, a été la grille de lecture des années 2008, pour la fameuse zone de libre-échange. On n'a pas compris que l'Europe était malade du terrorisme, était malade des problèmes démographiques, je vais en parler, du Brexit, de la poussée de la Chine, des démocratures, et tout ça, ça rentre en ligne de compte. Non, nous, on a gardé la grille de lecture de 10 ans en arrière. Ça ne peut pas marcher. Donc, les deux parlaient un langage totalement différent. C'est normal que ça marche. Alors j'ai écrit, voici ce que la Tunisie n'a pas compris. L'Europe, et c'est ce que j'avais dit c'est ce que j'avais écrit dans le papier du Monde. C'est pas moi qui ai choisi la date, Pierre, du 11 septembre. C'est le Monde qui a choisi. Quand ils m'ont dit il sortira le 11 septembre, j'ai dit, bah, mon ami, ça va faire bien. Un papier massacreur sur le 11 septembre. Bien. Alors, premièrement, l'Europe, crise existentielle multipolaire. Alors démographique, monétaire, à ce moment-là, avec la crise grecque et de l'euro, sécuritaire et les menaces terroristes. Et tiens, c'était un peu prémonitoire. J'avais dit appauvrissement des classes moyennes. Et on a eu après les gilets jaunes. Je suis étonné, je suis sidéré comment les gouvernants n'arrivent pas à voir que leur pays est en train d'être plombé par les inégalités. Vous ne lisez pas Piketty, les Américains, mais vous êtes aveugles. Piketty, il dit aux États-Unis, dans le Capital au XXIe siècle, il dit ça va être la future guerre. C'est pas des armes, non, la guerre, ça va être l'inégalité. Nous la vivons maintenant. Nous avons un taux de pauvreté qui est en train d'exploser. Moi, je le vois tous les jours. Soit entre étudiants, soit dans les rues, mais les calculs le montrent. Bien, donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, les problèmes
ces problèmes-là, sur ces problèmes-là viennent se greffer deux grands problèmes, à mon avis. Les nationalismes qui ont commencé à envahir l'Europe. L'Autriche, l'Italie, l'extrême droite qui rentre au Parlement espagnol. On n'aurait jamais cru que ce serait possible. Ben, finalement, jamais, jamais, ben voilà. Premier élément. Deuxième élément, les questions d'ordre. Le Brexit, finalement, entre autres. Le Brexit, c'était quoi? Le Brexit, c'était une fracture générationnelle. Les vieux étaient contre l'Europe, contre Bruxelles. Parce que pour eux, c'est des insulaires. De Gaulle l'a dit. De Gaulle a toujours dit, l'Angleterre, ce sont des insulaires. Ils n'auront jamais la mentalité de continentaux. La preuve. Alors que les jeunes, en termes de mondialisation et en termes d'intégration financière, ils étaient pour l'Union européenne. Donc, alors, ça c'est... Alors, conséquence. Au vu de ces problèmes-là, et avec un peu, j'ai oublié les démocratures, donc Iran, Turquie, etc., l'Union européenne, et les pays, le geste est bien valable. Hongrie, etc., Orban, qui démarre bien la bonne droite, la Pologne, qui maintenant est en train d'écraser le droit allègrement, le droit à l'avortement, c'est fou, d'accord? Ils font partie de l'Europe, on ne peut rien faire. Mais ça va, à mon avis, ça ne sera pas sans conséquence. Donc l'Europe va chercher à reprendre la main du point de vue économique. Donc c'est un peu et là c'est la continuité. Je parlais ce matin aux étudiants, j'expliquais aux étudiants le fameux plan, le 745 milliards d'euros de l'Union européenne pour la transition écologique et numérique. Et j'ai bien aimé le mot de Ursula von der Leyen. Elle a dit c'est pas pour nous, c'est pour les générations futures. Ça c'est une vision. Honnêtement, c'est une vision extraordinaire. C'est-à-dire, nous, c'est fini. Nous, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on ne sera plus là. Mais c'est dans 30, 40 ans, c'est pour ceux qui sont maintenant primaires, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Alors que nous, la question ne se pose pas pour nous. Et elle devrait se poser. C'est une question grave pour la Tunisie. Bien, donc problème, donc un peu reprendre la main en termes de nouveaux modèles. Sécuritaire, bon, tout ce qui est terrorisme, d'ailleurs, on nous demande à nous, Tunisie, d'être un peu le gendarme des réfugiés. C'est ce que je trouve un peu scandaleux. C'est-à-dire que les pays riverains soient un peu la ceinture de protection de l'Union européenne. Non, on ne peut pas accepter ça. À un moment, on nous a demandé de faire des gardes-tri. On sait très bien, les gardes-tri, qu'est-ce qu'elles ont donné? Si on voit l'histoire, on sait très bien ce que les gardes-tri ont donné. Elles ont donné les camps de concentration. Moi, je refuse que mon pays devienne une garde-tri des réfugiés. Je refuse. Pour moi, c'est inacceptable. D'ailleurs, on ne devrait même pas demander à un être humain que son pays soit une garde-tri des réfugiés. Mais ça n'a pas. Vous avez subi la guerre. Vous avez vu les camps dans notre continent. Vous venez me demander à moi de construire les futurs camps. Mais vous êtes fous. Ça n'a pas de sens. Bien, troisième point. En termes philosophiques, l'Union européenne cherche à se rapprocher des pays, donc les pays tiers méditerranéens, qui en gros partagent les mêmes, je dis bien en gros, et je l'écrirai en majuscule. Peut-être que pour nous ça a beaucoup changé, mais disons en 2018-2019 c'était encore jouable. Il y avait BG Paït-Sepsi, il tenait bien les rênes, malgré quelques erreurs, mais la ligne était relativement claire. D'accord? Maintenant on ne comprend plus rien. C'est moi qui le dis, hein, c'est pas vous. D'accord? Bien. Donc, c'est-à-dire reprendre contact avec des pays ou aider des pays qui ont peut-être des atomes crochus en termes philosophiques, en termes d'histoire. C'est compréhensible. Donc, nous avons des points communs économiques, sécuritaires, philosophiques. Ces trois points n'ont pas été saisis par la Tunisie. C'est-à-dire les Tunisiens, en négociant, n'ont pas compris les réels problèmes de l'Europe. Quand un Européen s'assied à table pour négocier avec vous, qu'est-ce qu'il avait comme problème en background? Ça n'a pas été saisi. C'est-à-dire que nous, voilà, il y a un monsieur qui est là et avec qui on va signer. Oui, monsieur, il a des problèmes de vision pour 20, 30 ans. Il doit résoudre ces problèmes-là. Tout en résolvant ces problèmes, il doit vous intégrer, vous. Qu'est-ce qu'on fait? Sur quel palier il va vous intégrer? Dans quelle proportion? C'est à vous de savoir demander et négocier ces choses-là. Alors, ce que l'Union européenne, par contre, n'a pas compris sur la Tunisie, ça c'est ce que la Tunisie n'a pas compris. Maintenant, chacun prend son dû. L'Union européenne n'a pas compris que la Tunisie est devenue un pays fortement divisé. Qu'on le veuille ou non, nous sommes un pays divisé. Nous avons trois grands problèmes. Comportement de rejet des valeurs, c'est ce que j'avais écrit dans le papier. Alors, ces valeurs, c'est magnifique. Regarde, Pierre, les valeurs, voilà. Alors, le travail est jugé, le travail jugé stérile au sens physocratique du terme. C'est vrai, aujourd'hui, la valeur travail en Tunisie n'existe plus. C'est-à-dire que le travail ne produit rien. La preuve, ceux qui travaillent sont au chômage.
Vous avez 5000 docteurs qui sont au chômage. Donc ça ne va pas. Un. Deux, les notions d'état de droit, qui est une notion considérée comme une aliénation. Histoire commune. Est-ce que nous, aujourd'hui, Tunisiens, nous avons une histoire commune? Moi, je pose la question. Moi, j'ai fait des cours dans différentes institutions. Il y a des gens qui disent l'histoire de la Tunisie, moi, je m'en fous. Ah bon? Sérieux. Moi, le 8 mars, j'en ai profité, journée mondiale de la femme. Comme ça, vous ne direz pas les enseignants hommes, ils négligent les femmes. Le 8 mars, je rentre à 8h30, c'est votre journée. On va parler des femmes tunisiennes qui ont fait l'histoire. Et j'ai été très étonné positivement quand l'amphi, on me parlait de Alissa, le Caire, oui, des étudiants. On m'a parlé de, bien entendu, la première femme médecin de Tunisie, qui est on a des loin, relativement loin, Tawhida Benchir, d'accord, et son histoire est magnifique, c'est-à-dire sa mère l'avait cachée pour qu'elle sorte faire ses études en France. Parce que tout le monde est venu lui dire, non, nous, on n'envoie pas nos filles, il faut faire leurs études à l'étranger, parce que sinon, vous imaginez, elles vont devenir des Madame Claude. C'est totalement inhérent, ça n'a pas de sens. Bien, je continue. Donc finalement, donc pas d'histoire commune. Notion d'équité fiscale, en Tunisie, elle a disparu. Donc si vous mettez tout, plus la division, aujourd'hui, nous avons en Tunisie un grave problème. Nous avons un problème qui a ressurgi, que l'on a fait ressurgir, que le problème identitaire. Regardez ce qui se passe. Si vous avez du temps à perdre, descendez rue Khaled Besh. Et vous avez les problèmes de la Tunisie en face. C'est-à-dire des gens qui disent, nous, on veut être Tunisiens à part entière, et d'autres qui veulent avoir une philosophie et une compréhension qui est totalement étrangère à nos valeurs, qui n'ont rien à voir avec nous, rien. Dans le papier que tu as cité, je te remercie, contre la haine, je l'avais écrit suite à l'assassinat du pauvre enseignant. Ça m'a dressé les cheveux sur la tête. J'ai dit, vous savez que ce papier-là, 4 journaux en France ont refusé de le publier. Il a été publié par Mediapart. Pourquoi? Parce qu'il allait à contre-courant. Je leur ai dit, c'est un papier qui est pour rassembler. Je n'attaque personne. Je veux que les religions, nous avons un Dieu unique, donc nous sommes tous unis par quelque chose. Mais bon, c'était pas l'air du temps, comme on dit. Et une des idées que j'avais soulevées, c'est de dire que finalement, les messages de haine qui sont diffusés en Europe, nous les subissons aussi. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les mêmes valeurs sociétales, philosophiques, historiques, que, je vais l'assumer, certains pays qui distillent ces messages de haine. Et tout le monde les connaît, je ne vais pas les nommer. D'accord? Et donc, finalement, ça nous donne des conséquences en termes sociétals. Quand je mets tout ça dans la balance et que je vais négocier, moi, je ne comprends pas le vis-à-vis européen. Le vis-à-vis européen me considère, moi, la Tunisie, le jasmin, le soleil, Sidi Bou Saïd. Non, tout ça, c'est fini. Ça me rappelle la belle citation de Pompidou, quand il a vu que les Américains fonçaient à fond. Il a dit, bon, la France, du fromage et du bon vin, c'est fini. Et à ce moment-là, il a pris la suite du général de Gaulle, que tout le monde raille, mais qui a quand même, je rappelle aux gens qui nous écoutent, le TGV, c'est de Gaulle. La recherche spatiale, c'est de Gaulle. Le nucléaire, c'est de Gaulle. Bon, on pourra discuter du nucléaire, d'accord, en termes de colonisation, tu en connais certainement mieux que moi. Mais je veux dire, les gens avaient une vision. Aujourd'hui, première question, nous sommes un pays divisé. Nous sommes un pays qui ne sait pas exactement ce qu'il doit demander. La preuve, tout le monde le dit, il n'y a pas eu de contre-offre tunisienne. Troisièmement, et je voudrais que les Européens soient conscients de ça, vous avez une grande partie de la population qui rejette l'Occident. Soyons honnêtes, disons-le en face. Elle rejette l'Occident, etc. Oui, alors qu'est-ce qu'on fait? Ah non, on verra, on va réfléchir. Bon, vous rejetez l'Occident, c'est très bien. Est-ce que vous avez un substitut? Non. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je rappelle d'abord aux détracteurs de l'Union européenne que depuis janvier 2011, nous avons été aidés massivement. Et quand je dis massivement, je pèse mes mots. En plus des dons, plus les crédits à taux hyper bonifiés, plus. Et les économistes que tu as cités, Pierre, et dont je fais partie, ils ont eu raison de dire qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? Moi, je vous aide à fond perdu, ok? Pendant 8 ans. À la 9e année, je viens vous dire, Pierre, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez fait de tout cet argent? C'est tout à fait légitime. C'est légitime. Moi, je vous ai fait des dons en centaines de millions d'euros, je vous ai fait des aides, je vous ai financé 1001 projets, très bien. Qu'est-ce que vous avez fait de tout ça? Vous n'avez rien fait, ça veut dire qu'il y a un problème. Vous avez un problème, il faut qu'on en discute. Soyons honnêtes. Je veux dire, on ne va pas jeter constamment la pierre aux autres. Il faut qu'on se regarde en face aussi. Je rappelle que dans les années 60, nous avons été
le pays le plus aidé par tête d'habitants au monde. Ça, c'est chiffre Banque mondiale. McNamara, Robert McNamara était président de la Banque mondiale. J'ai les chiffres puisque j'avais travaillé sur financement l'industrie Tunisie-Algérie. Nous avons été le pays le plus aidé au monde par tête d'habitants. Pourquoi? Ce n'est pas une décision économique. Parce que Bourguiba était le seul chef d'État qui a cautionné la guerre du Vietnam. C'est beau l'histoire. Hein? Quand on n'a pas cette info, on ne comprend pas pourquoi la Banque mondiale elle a donné tant d'argent à la Tunisie. Il a été le seul chef d'État du tiers-monde à cautionner la guerre du Vietnam. Vous avez cautionné, très bien. Ouvre les vannes. Donne-leur de l'argent. Je ferme la parenthèse. Alors maintenant, tac, tac, tac. Alors maintenant, la crise sanitaire, c'est une chance. Contrairement à ce que les gens pensent. Oui, c'est une chance. Pourquoi? Parce que l'Europe est en train de construire un nouveau modèle. Ils ont compris bien avant les autres. Ils sont en train ils vont construire. Moi, je le dis tout de suite, ils vont le faire. Ça prendra du temps, mais ils vont le faire. Donc nous, notre chance, si on a encore un brin d'intelligence, c'est de nous intégrer dans cette construction-là. Mais surtout de dire aux Européens, nous, on va être intégrés en tant que partenaire intelligent. C'est-à-dire, je l'ai noté, le nouveau modèle de production, la Tunisie doit y adhérer. Et j'avais noté en remarque 0. Quelle est la plus grande menace pour la Tunisie aujourd'hui vis-à-vis de l'Europe? Tu sais quelle est la plus grande menace? C'est la Libye. La Libye se stabilise. La Libye a une femme ministre des Affaires étrangères, c'est magnifique. La Libye a un président, la Libye a un gouvernement. Maintenant, la reconstruction de la Libye va commencer. France, Italie, à mon avis, un tout petit peu Turquie, Russie, etc. Et les miettes, des miettes, ce seront pour nous. Les Européens seront en droit de nous dire, c'est très bien, vous les Tunisiens, vous êtes gentils, on a une histoire commune, etc. Mais nous, on a maintenant des intérêts, on va reconstruire, les entreprises vont tourner à plein régime, et on a du pétrole et du gaz. Qu'est-ce qu'on fait? Et vous, qu'est-ce que vous avez à offrir? Mais votre tourisme ne marche plus. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà les grandes questions. C'est une question fondamentale qui doit être réfléchie au sein des dirigeants tunisiens. La Libye se stabilise, toute l'approche de négociation avec l'Union européenne doit prendre en compte ce nouveau facteur. Je suis sûr que les gens n'y pensent pas, en toute modestie. Quelques-uns y pensent, des vieux diplomates, ils voient ça venir. J'en discutais avec mon père. Mon père était un ancien ambassadeur, donc on discute souvent de ces problèmes-là. Et voilà, mais les gens ne se rendent pas compte. Donc, premier point. Deuxième point, le budget qui a été, tu sais que, alors je voulais juste citer, le budget européen pour 21-27, 2021-2027. Mes chers amis, il est de 1074 milliards d'euros. Il a été voté. Bien entendu, il n'est pas pour nous, il est pour les 27 de l'Union européenne. C'est très bien. Ce budget pour faire tourner les 27 pourrait permettre, plus les 745 milliards d'euros de reconstruction, pourrait permettre d'avoir une petite fenêtre pour la Tunisie. Sachant que nous allons avoir deux grands problèmes, que j'avais cités tout à l'heure, le mur de la dette. En mois de mars, fin mars, nous avons deux échéances, en mars-avril, je peux vous les donner, elles sont connues, de 500 millions d'euros à payer. Nous avons de l'argent pour les payer, heureusement. Très bien. Mais le danger, c'est qu'à force de payer les dettes, j'avais écrit une fois en toute modestie, et j'espère que ce jour ne viendra pas, un jour la Tunisie aura un arbitrage terrible à faire. Qu'est-ce qu'on fait? On paye les dettes, on apporte du blé. En parenthèse, en parlant de blé, la récolte cette année sera inférieure entre 30 et 50%. Ce sont des agriculteurs qui me l'ont dit. Et ils m'ont dit, tu peux dire 50% à cause des problèmes d'ammonitre. Donc l'année prochaine, on va être obligé d'importer du blé. Alors on apporte du blé, on n'a pas d'argent et on doit payer les dettes. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, ce sont des contraintes majeures qu'il faut intégrer dans une vision pour intégrer aussi le fameux nouveau modèle en Europe. C'est une chance pour nous. Bien entendu, nous devons garder à l'esprit que nous avons des valeurs sociétales fondamentales et que nous avons des secteurs hyper fragiles comme l'agriculture que nous ne devons pas lâcher. Vous ne pouvez pas lâcher 500 000 personnes dans la nature. C'est impossible. Ce serait criminel. Dernier point. Alors, ce qui pourrait être recommandé, c'est que, c'est toujours en termes de discussion, que l'Union européenne mette, et ça c'est en termes de négociation, des nouveaux produits, des nouveaux instruments financiers pour, si vous voulez, une intégration, un arrimage beaucoup plus intelligent de la Tunisie, qui reste à trouver. Je ne prétends pas avoir la solution. Pas du tout, c'est pas en 2 minutes. Non, non, non. C'est-à-dire que des experts se réunissent. Quel type d'instruments on peut inventer, comme on a fait les junk bonds, les bons pourris, comme on a fait les bons du trésor, comme on a fait les assignats qui ont mené certains pays à la faillite. On peut faire des instruments financiers qui seraient hyper intelligents pour nous aider à surmonter la crise. Et bien entendu,
l'Union européenne, à mon avis, doit conditionner, parce qu'on a des choses qui se perdent, elle doit conditionner les aides à droits de l'homme. Oui, oui, non, ça je tiens à le dire, je veux que ce soit entendu. Droits de l'homme, la justice, le droit des femmes, parce qu'on est en train de le perdre petit à petit, les libertés de culte et d'expression. Ça, à mon avis, l'Union européenne doit être intransigeante, puisqu'elle a intégré l'Europe de l'Est, lorsque l'Europe de l'Est, comme tu as dit si bien, est devenue démocratique, disons-le, d'accord? Attention, ces valeurs-là, elles existent encore. Qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Ces valeurs existent encore, mais elles sont en train de régresser. Il faut absolument faire en sorte que ce soit une condition sine qua non. Pour une intégration, pour un nouveau modèle, etc., ces valeurs doivent redevenir, c'était les valeurs de janvier 2011, il faut le reconnaître. Au début, elles étaient des valeurs phares. Aujourd'hui, elles reculent. Pourquoi? Parce qu'on a une société divisée. Je disais lundi aux étudiantes, battez-vous pour votre liberté. C'est votre génération. Si vous ne vous battez pas, dans quelques années, vous redeviendrez 50 ans en arrière. Et vous en mordrez les doigts, ce sera terminé. Il n'y aura pas d'autre révolution. Merci. J'ai terminé. Thanks, Thomas. J'adore parler, Pierre. Ah oui, c'est bien, c'est bien. C'est le défaut des enseignants. Est-ce que, comment ça se passe? On coupe maintenant ou... Alors, vas-y. Ouais. Écoutez, je vous remercie d'avoir participé à cette séance. Oui, j'enlève mon masque. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous pour dans un mois. Je n'ai pas la date exacte, mais vous trouverez ça facilement. Je dois expliquer que la conférence de ce jour, je ne l'ai pas dit, devait normalement... enfin, l'invité au départ, c'était Aziz Krishen, mais pour des raisons de santé, il n'a pas pu participer et il participera évidemment à une des séances dans les mois à venir. De toute manière, il reste encore, on est à la moitié du séminaire, on a fait 4 séances, il en reste 4. Donc j'espère que d'ici mai ou juin, quand il sera rétabli, il pourra participer. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je souhaite bienvenue à ceux qui écouteront plus tard, puisque c'est librement accessible pendant quelques temps. Et donc, nous allons avoir un débat entre nous, mais malheureusement, pour des raisons techniques, on ne peut pas aller plus loin avec vous. Voilà. Au plaisir de vous retrouver. Merci. Combien il y a eu d'écoutes? Là, il y en a 15 tout de suite. Oh, c'est trop beau. Il faut les sanctionner. Oui, mais parce que les gens... Travail.